La noblesse de la boue, chapitre 13. Les 6 agents de la BICT ont effectué un contrôle rapide de la maison des Davidson. Il a été décidé que 2 d'entre eux resteraient sur place avec pour mission de ne rien laisser au hasard. Ils feront parler les plus infimes particules de ce qu'était l'existence de ces habitants. Leurs cheveux, leurs produits cosmétiques, leurs habitudes vestimentaires, alimentaires, etc. Tout sera répertorié, analysé avec la plus grande application et les procédés scientifiques les plus pointus. À l'instant où les agents spéciaux s'apprêtent à quitter la maison, leur attention est retenue par la véranda, si pure et limpide qu'elle n'a pas, jusque-là, fait l'objet d'autant de suspicions que la sombre longère. La véranda et la maison communiquent par un passage qui, à l'origine, devait être une porte, remplacé par un épais rideau de lainage. L'accès extérieur n'a pas été ouvert et demeure solidement verrouillé par une chaîne. Le cadenas explose sous le coup de feu d'une balle. La porte ainsi libérée permet aux inspecteurs de pénétrer dans ce qui semble être l'atelier de poterie du couple Davidson. Les 4 agents avancent avec circonspection, étudiant même jusqu'à l'endroit où posaient leurs pas. Les mains gantées ne toucheront rien, pas encore. Leurs yeux entraînés fouilleront les moindres recoins, cherchant quelque anomalie pour nourrir leur enquête. Il suffira de très peu de temps. Les recherches ne seront pas vaines. L'ont-elles jamais été ? L'un d'eux ne tarde pas à remarquer des traces de métal lisse, curieusement épargnées par la poussière. Ces traces, de propre, apparaissent dans 3 endroits distincts, répartis sur 2 étagères. Elles parlent seules. Il y avait, en ces endroits précis, il y a très peu de temps, quelque chose qui n'y est plus. Les traces étant toutes 3 différentes, il est permis de penser qu'il s'agit de 3 pièces dissemblables. Il est d'ailleurs difficile de les identifier par comparaison avec les autres objets alignés là, en attente de cuisson ou d'émaillage. Presque simultanément, un autre agent repère le passage derrière le four. Il suffira de quelques secondes au plus fluet d'entre eux pour remonter le conduit et découvrir, parmi pelles et pioches, la grille fermée à clé. Il constatera que celle-ci débouche sur un chemin creux à l'abri des regards. Le solde de terre battue, rendu meuble par l'humidité, se révèle généreux en empreinte. À première vue, il s'agirait de baskets de taille 38. Photographies ématrices confirmeront avec précision la différence du poids de l'individu, visiblement plus léger à l'aller et plus appuyé au retour. Elles seront bavardes, divulguant, entre autres, le délai exact à une poignée de minutes près, l'heure à laquelle les traces ont été formées. Avant même d'avoir confié les négatifs au labo et séché les moulages, les agents peuvent parier que cette intrusion a eu lieu depuis le décès de Lady Anna, mais probablement avant l'assassinat du Pouffin, car le déploiement de police mis en place couvrant toute cette zone à la suite de ce 2e événement macabre n'aurait en aucun cas permis à quiconque d'accéder au chemin, ni bien sûr à la grille. En revanche, il était tout à fait possible, avant le meurtre du Pouffin, de rentrer dans la véranda sans être remarqué des 2 seuls policiers en poste devant la façade. De là à imaginer que la substitution des 3 pièces manquantes pourrait justifier l'intrusion, il n'y a qu'un pas qu'ils franchiront allègrement. La maison surveillée par devant, la saisie n'a pas dû être aisée mais tout à fait réalisable, probablement de nuit, par quelqu'un de familier au lieu qui connaissait les heures de relève de la police. Là, il s'éloigne peut-être un peu de la vérité, si peu. Tout ceci est passionnant, mais l'enquête commence à peine. Il reste de nombreux points d'ombre, beaucoup à faire. La BICT déléguera un autre de ses agents à l'étude exclusive de la véranda. Il est convenu qu'ils se retrouveront tous, dès que possible, au commissariat.
Ils ne sont donc plus que 3 à quitter la résidence des Davidson. Sans perdre davantage de temps, ils descendent pour s'arrêter à quelques centaines de mètres de là, au Toupin. L'auberge est maintenant envahie par toutes sortes d'individus. Les policiers, reconnaissables à leurs uniformes ou leurs imperméables, sont en place depuis l'assassinat du Pouffine. Les collègues de travail du Pouffine affluent aussi, ouvriers endimanchés incrédules. Ils viennent voir sur place pour tenter de comprendre et digérer l'information. Les badauds, présents également, juste pour jouir de l'ambiance, n'auraient raté cela pour rien au monde. Les habitués, aux prises avec les journalistes, se voient offrir des consommations avec générosité dans l'espoir de délier les langues. Et puis Monsieur Allens, qui, au lieu de se frotter les mains à la satisfaction de cette journée au chiffre d'affaires inespéré, fait sa tête de « Pauvre Monsieur Allens, celui qui subit quelque malheur suprême, peut-être espère-t-il que par pitié, chacun remette une tournée. » Quand les 3 agents de la BICT s'avancent précédés de leur réputation, on les observe avec respect. Les regards convergent tous dans leur direction. Les voix se font bourdonnement. Tous ici ont entendu parler de ce service spécial international à la compétence indiscutable. Les avoir là, en chair et en os devant eux, donne une dimension surréaliste à leur affaire. Un peu comme si James Bond en personne était là, présent pour de bon, prêt à démêler avec brio l'intrigue, aussi obscure soit-elle. C'est l'instant que choisit Momo, un vieil original, pilier de cet honorable établissement, pour s'inquiéter à haute et distincte voix de l'absence de la barmaid. « Elle n'est pas là, notre Dominique ?» « Pas étonnant, hein? Nous ne sommes pourtant pas lundi. Pas malade au moins. » Il en fallait un pour mettre les pieds dans le plat. Momo, d'une laideur bestiale d'abruti, avec ses grands panards, son grand nez, sa grande gueule, dont la sottise masque assez mal la méchanceté, vient de provoquer un trouble manifeste sur la personne de M. Allens. Ce dernier lui adresse un regard chargé de reproches dans le style « Tu ne paies rien pour attendre ». Mais ce qui est dit est dit. M. Allens court sur la riposte, répondra simplement à son client et à tous ceux qui maintenant tendent l'oreille à sa réponse que « Non, elle n'est pas là ». Si Momo a une grande gueule, les agents de la BICT, eux, sont dotés de pavillons auditifs ultra performants. Qui est Dominique ? Ma nièce, elle m'aide parfois au bar, notamment à l'occasion d'événements comme la course à la verrouille. Tout le monde l'aime bien ici. Dans son affolement, M. Allens essuie si vigoureusement les cendriers qu'il en brise un. Rouge de confusion, son regard fuit les 8 yeux qui l'observent intensément. « Oh, écoutez, monsieur Allens, les problèmes d'immigration, nous, on s'en fiche. Nous ne sommes pas ici pour ça. Mais si vous nous faites perdre notre temps, nos collègues seront là dans moins d'1 heure. » C'est ce qu'on appelle aller à l'essentiel. Complètement déstabilisé, monsieur Allens se demande bien si c'est du lard ou du cochon. Ce n'est pas le moment de faire le difficile. Il recouvre vite ses esprits, conscient de l'inconfort de sa position. Avec légèreté, il se met alors à parler de Dominique sans plus de réserve. Comme ma nièce, bonne fille, irréprochable, comme notre nièce. En incluant maintenant son épouse, il espère bien diluer un peu plus son bobard. Comme sa nièce. Ils le sauront. Monsieur Allens place autant que possible ce détail bienveillant, espérant ainsi faire oublier ses premiers boniments mensongers. Entretenait-elle des relations avec Lady Anna ? Elle s'appréciait, mais je ne pense pas qu'elle se soit fréquentée en dehors du comptoir. 2 milieux différents, rien en commun. Quand avez-vous remarqué son départ ? Hier, c'était son jour de repos, nous ne nous sommes pas inquiétés. Il lui arrive de s'absenter pour la journée. Seulement ce matin, nous l'avons attendue. Elle est comme notre nièce. Et il ne lui est rien arrivé au moins ? Nous l'ignorons. Avez-vous une idée d'où elle a pu partir ? Avec qui ? Nous n'en savons rien. Notre Dominique a vidé sa chambre, elle a disparu sans laisser le moindre mot. Avez-vous une photo ?
Pouvez-vous nous la décrire ? Une petite brunette de 22 ans aux cheveux très courts comme un garçon. Un garçon à qui il ne manque rien pour faire une belle fille, remarquez. Ce dernier commentaire lâché sur le ton de la plaisanterie aurait certainement été relevé par la plupart des réguliers du comptoir, amateurs d'histoires grasses. Seul M. Allen s'amuse de sa propre boutade. Son rire est étrange à le son d'un carreau cassé. La Bict ne donne même pas l'impression d'avoir entendu. Il suffira de l'identité de la fugitive pour savoir si elle a passé la frontière, à quel moment et dans quelle direction. En principe, on ne rentre ou ne sort pas de Suisse sans avoir été enregistré. Son nom de famille a bel et bien interpellé les agents spéciaux. Ils vérifieront plus tard s'il existe l'éventualité d'une connexion entre cette jeune personne et l'affaire qui a défrayé la chronique en France, dont le procès s'est achevé 2 années plus tôt. Ils savent que la foudre peut frapper plusieurs fois au même endroit. Ils savent également qu'il est inutile de s'empresser à tirer des conclusions. Avec la certitude de l'instinct, Dominique a répondu à son désir de fuite. Elle n'aurait sans doute pas été arrêtée, mais certainement retardée dans son projet. La Bict fouillera la chambrette de l'employée mystérieuse. Ils n'eurent qu'à se baisser et tendre la main. Comme un cadeau offert, un trousseau de clés, oublié ou perdu, était là, dessous le lit. Il sera placé, par leurs soins, dans une poche de plastique. Puis ils relèveront les empreintes et inspecteront le moindre centimètre carré de la petite pièce, allant même jusqu'à en sonder les canalisations. Ils traverseront ensuite le couloir afin d'inspecter la chambre du Pouffine. Ils prélèveront à nouveau et tenteront, eux aussi, de comprendre. Les 3 agents resteront encore un long moment à l'auberge. Ils interrogeront avec méthode et fermeté tout le personnel. Le temps leur échappe. Si on laisse faire, chacun s'écoute parler, inventant son histoire, s'éloignant de l'essentiel. Sidi leur donnera sans difficulté et sans commentaire la clé de la grille du jardin dont il avait la charge. La brigade spéciale soupçonne qu'elle révélera les empreintes de la fugueuse. Attention aux empreintes, donnez-la par le bout, s'il vous plaît. Quand la Bict quitte le Toupin dans un ronflement nerveux de moteur et crissement de pneus, les habitués se sentent vidés, bêtes, peut-être un peu coupables aussi de n'être que ce qu'ils sont. Tous se sentent soulagés, comme si, après cette visite, ils n'avaient plus rien à craindre de la police ni de personne. Ils ont tout dit, tout raconté, tout montré. Chacun s'en sort soulagé, transformé, tout beau, tout neuf, confessé, absous. D'une honnêteté médiocre, ils sont tous coupables de braconnage, d'adultère, de beuverie violente, de mensonge, ou pire. Mais ceci n'est que petite canaillerie, puisque n'intéressant pas la Bict. Ils n'ont rien fait de répréhensible, eux. Ils éprouvent à présent le soulagement d'être entre gens bien comme il faut, débarrassés désormais du péril qui les menaçait si injustement à leur insu. Les 3 agents restés chez les Davidson sont arrivés les premiers, précédant d'une bonne demi-heure leurs confrères. Tous les 6 s'enferment maintenant confidentiellement dans la salle de réunion du commissariat. Les recherches faites auprès de la compagnie d'électricité, fournisseur de la demeure des Davidson, ont indiqué que les factures les concernant étaient adressées à et payées par l'AAPE, l'Association amicale des pays de l'Est, sise au 13 avenue de la Mine, au Kremlin-Bicêtre. Les enquêteurs ont immédiatement fait intervenir 2 de leurs congénères parisiens. Ces derniers rappelleront quelque temps après, ayant découvert avec stupéfaction que cette adresse et cette association se limitent, en tout et pour tout, à la dimension d'une boîte aux lettres. Les résultats des empreintes digitales et des moulures ne tardent pas non plus à leur être rendus. Ils vont passer de longues heures à faire le point, tirant leurs premières conclusions, en dépit de nombreux points noirs qu'il leur reste à éclaircir.
La Bicte prépare minutieusement son prochain objectif, l'entretien choc avec JB. Il tente de définir son rôle. Avant même de l'avoir rencontré, leurs opinions s'accordent, ils ont affaire à un subalterne. À leurs yeux, il n'y a pas 36 hypothèses, et l'attitude de celui qui ne sait rien n'est pas exactement celle de celui qui sait, mais refuse de parler. Leurs questions vont le déstabiliser. Il leur faudra très peu de temps pour connaître le personnage. Les agents spéciaux n'attendent cependant pas grand-chose de cette audience. En dernier recours, l'hypnose pourrait une nouvelle fois révéler certaines micro-informations inestimables. Pendant ce temps, JB, le grand aventurier mis en cage, s'ennuie dans sa cellule, se désole. Il a perdu depuis longtemps le fil de sa comptabilité horaire. Tout ce qu'il sait, c'est que son temps de détention s'amenuise. Au lieu d'en sentir un soulagement, il se laisse à présent envahir d'une inquiétude nouvelle qui le rend nerveux.